Et si tout ce que vous aimez du cinéma moderne avait commencé en une seule décennie? Les années 1970 n'ont pas seulement changé le cinéma, elles l'ont réinventé. Alors que l'Amérique se délitait à travers le scandale et la guerre, les cinéastes déclaraient la révolution. Les studios se sont effondrés, les auteurs ont conquis, les spectateurs ont été témoins de visions si choquantes, si révolutionnaires que le cinéma ne s'en remettrait jamais. Prêts à découvrir comment 7 films de cette année n'ont tout transformé? Le voyage commence maintenant. 1970, Patton. George C. Scott a refusé son Oscar pour Patton, le seul lauréat d'un prix d'interprétation à avoir jamais rejeté la plus haute distinction d'Hollywood. La fin des années 1960 avait laissé l'Amérique divisée et en quête de son identité militaire. Le réalisateur Franklin G. Schaffner et le producteur Frank McCarthy ont passé des années à se battre pour porter l'histoire du général George S. Patton à l'écran, affrontant la résistance des studios qui craignaient qu'un film de guerre échoue pendant le Vietnam. Ce qu'ils ont livré n'était pas juste une autre épopée de guerre. Le film s'ouvre sur cette scène emblématique, Scott se tenant seul devant un immense drapeau américain, prononçant un discours si captivant qu'il a été référencé et parodié pendant des décennies. Les Américains n'ont jamais perdu et ne perdront jamais une guerre parce que l'idée même de perdre est odieuse pour les Américains. La caméra recule pour révéler ses revolvers à crosse nacrée, ses bottes parfaitement cirées et sa confiance inébranlable. Scott a incarné Patton si complètement que le propre personnel du général a dit que c'était comme voir un fantôme. Sa performance a révélé un guerrier complexe, brillant mais instable, dévoué mais égocentrique. Quand Scott a remporté le prix du meilleur acteur, il a télégraphié à l'Académie: « Je vous demande respectueusement de retirer ma nomination. » Mon refus de l'Oscar est basé sur mon mépris personnel pour le processus de vote. Il n'a pas assisté à la cérémonie, préférant regarder un match de hockey. Le succès du film a transformé la manière dont Hollywood représentait les figures militaires, non pas comme des héros unidimensionnels, mais comme des humains complexes, avec des défauts et une brillance entremêlés. Francis Ford Coppola, qui a écrit le scénario avant de devenir une légende de la réalisation, a dit que ce projet lui a appris à équilibrer le spectacle avec l'étude intime des personnages, une leçon qu'il appliquerait bientôt à Le Parrain. Si vous voulez gagner une bataille, vous devez faire une chose, vous devez faire en sorte que l'esprit contrôle le corps. Ne laissez jamais le corps dire à l'esprit quoi faire. Le Patton de Scott a prononcé cette phrase avec une telle conviction qu'elle a transcendé l'écran et est devenue une référence culturelle. Patton a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film, prouvant que le public apprécie les récits nuancés même dans des genres traditionnellement simples. Le succès au box-office du film, plus de 61 millions de dollars pour un budget de 12 millions de dollars, a montré aux studios que des films intelligents et complexes pouvaient aussi être des succès commerciaux. 1971, The French Connection. La poursuite en voiture la plus dangereuse de l'histoire du cinéma n'a pas été filmée avec des permis, des cascadeurs ou des rues fermées. Le réalisateur William Friedkin a simplement lâché Gene Hackman dans une Pontiac à travers Brooklyn. New York, au début des années 70, était une métropole en ruine, rongée par le crime, le décor parfait pour une histoire sur un flic brutal et obsédé poursuivant des trafiquants d'héroïne français. Le producteur Philippe D'Antoni venait de réaliser Bullitt avec Steve McQueen et voulait surpasser la légendaire course-poursuite de ce film. Ce qu'il a obtenu est quelque chose qui fait encore agripper les accoudoirs des spectateurs 50 ans plus tard. The French Connection suit le détective Jimmy Popeye Doyle, un personnage basé sur le véritable agent des stupéfiants Eddie Egan. Hackman, qui n'était pas le premier choix du studio, s'est transformé en ce protagoniste moralement ambigu, raciste, violent, mais totalement déterminé. La célèbre séquence de poursuite où Doyle poursuit un train aérien dans une voiture civile a été filmée sans les autorisations appropriées. Friedkin a admis plus tard: « Nous avions une sirène de police sur le toit de la voiture et un officier de police avec nous, mais nous n'avions pas de permis pour tourner dans ces rues. L'approche imprudente du tournage a entraîné plusieurs accidents réels. » Ce moment où la voiture de Hackman entre en collision avec un autre véhicule, c'était un accident imprévu avec un résident local se rendant au travail. La production a simplement payé les dommages et a gardé les images. Fernando Rey, qui jouait le rôle de l'élégant méchant français Alain Charnier, n'était même pas le choix initial de Friedkin. Le réalisateur voulait Francisco Rabal, mais a découvert après avoir volé en Europe que Rabal parlait à peine anglais. Ray est intervenu et a créé l'un des antagonistes les plus sophistiqués du cinéma. Est-ce que vous vous grattez les pieds à Poughkeepsie? Cette question d'interrogatoire bizarre est devenue l'un des moments les plus mémorables du film, mettant en valeur l'intensité intimidante de Hackman. Bon, lorsqu'on lui a demandé des années plus tard à propos de cette réplique, Hackman a simplement répondu: « Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. C'était juste censé confondre et terrifier le sus. »
Suspect, French Connection a rapporté plus de 75 millions de dollars contre un budget modeste de 1 800 000 dollars et a raflé les Oscars, remportant le meilleur film, réalisateur, acteur, scénario adapté et montage. Son réalisme brut a révolutionné les drames policiers, remplaçant les procédures polies des années 60 par quelque chose de bien plus viscéral et moralement complexe. Sans French Connection, il n'y aurait pas Heat, pas The Wire, pas Breaking Bad. 1972, Le Parrain. Francis Ford Coppola a failli être renvoyé 3 fois pendant la réalisation de ce qui deviendrait le plus grand film américain de tous les temps. Les dirigeants de Paramount détestaient son casting, son rythme et son éclairage. Au début des années 1970, Paramount Pictures était désespéré de trouver un succès. Ils ont acquis les droits du roman de Mario Puzo pour seulement 80 000 $ avant qu'il ne devienne un best-seller fulgurant. Lorsque le livre a explosé en popularité, ils l'ont rapidement mis en production, mais personne ne voulait réaliser ce qui était considéré comme un énième film de gangster. Coppola était loin d'être le premier choix du studio. À 31 ans, il était relativement inconnu et profondément endetté à cause de son studio de cinéma indépendant, American Zoetrope. Il a accepté le travail principalement pour l'argent. Le studio s'est opposé à presque toutes ses décisions, en particulier le choix de Marlon Brando pour le rôle de Don Vito Corleone. Brando, autrefois une star d'Hollywood, était maintenant considéré comme un poison pour le box-office en raison de sa réputation difficile. Les dirigeants s'opposaient également à Al Pacino pour le rôle crucial de Michael Corleone, le jugeant trop petit et inconnu. Coppola a dû se battre pour sa vision, allant même jusqu'à réaliser des essais à ses propres frais pour prouver que ses choix de casting fonctionneraient. Pendant le tournage, le studio était tellement mécontent des scènes sombres et sous-éclairées qu'il a assemblé une équipe de réalisateurs de remplacement prête à prendre le relais. « Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. » Cette réplique, prononcée avec les joues bourrées de coton de Brando et son murmure rauque, deviendrait l'une des plus citées de l'histoire du cinéma. La préparation de Brando était légendaire. Il mémorisait rarement ses répliques, préférant les lire sur des cartons de rappel. Pour son audition, il s'est lissé les cheveux avec du cirage et a improvisé le personnage sur le moment. La célèbre séquence d'ouverture du film, un lent recul de Bonacera, le croque-mort, demandant une faveur, était une leçon magistrale pour établir le ton et le thème. Le directeur de la photographie, Gordon Willis, surnommé le prince des ténèbres pour son style ombragé, a créé un langage visuel qui influencerait des générations de cinéastes. L'interprétation de James Caan du fougueux Sonny Corleone était si convaincante qu'après la sortie du film, il a été approché par de véritables membres de la mafia qui ont complimenté son authenticité. Caan a révélé plus tard qu'il avait basé certaines des manières de Sonny sur son ami, le comédien Don Rickles. Le Parrain a rapporté 245 millions de dollars contre un budget de 6 millions de dollars et a remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Son influence est incommensurable, de son rythme délibéré à sa caractérisation complexe des méchants, en passant par son rejet de la cinématographie lumineuse qui dominait Hollywood. Il a lancé ou revitalisé des carrières, Pacino, Brando, Coppola, Robert Duvall, et a prouvé que l'art et le commerce pouvaient s'aligner parfaitement dans le cinéma américain grand public. 1973, L'Exorciste. Des spectateurs se sont évanouis, ont vomi et ont fui les salles lors des projections de L'Exorciste. Un homme à New York a chargé l'écran en essayant de tuer le démon. Le film a été interdit dans plusieurs pays. Le réalisateur William Friedkin, tout juste auréolé de son succès avec French Connection, voulait terrifier le public d'une manière qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Lorsqu'il a lu le roman de William Peter Blatty sur une jeune fille possédée par un démon, il a vu son opportunité. Ce qui a suivi fut l'une des productions les plus troublées et légendaires de l'histoire du cinéma. Le plateau a mystérieusement pris feu, détruisant tout sauf la chambre de la jeune Linda Blair où les scènes d'exorcisme ont été filmées. Plusieurs acteurs et membres de l'équipe ont rapporté la mort de membres de leur famille pendant la production. Le plateau de la chambre réfrigérée, où la plupart des scènes de possession ont été tournées, était maintenu à des températures proches de zéro pour capturer la respiration visible des acteurs, ce qui a causé des dysfonctionnements d'équipement et des pneumonies pour plusieurs membres de l'équipe. Pour la scène où le personnage de Blair descend les escaliers en marchant comme une araignée, Friedkin a initialement utilisé une contorsionniste, mais l'effet semblait trop irréaliste. La scène a été coupée pour être restaurée des décennies plus tard avec des effets numériques pour la version du réalisateur. La scène infâme du crucifix a poussé l'actrice Ellen Burstyn à refuser de parler à Friedkin pendant des années, estimant qu'il était allé trop loin. La puissance du Christ te contraint. Cette incantation désespérée du père Mérin est devenue la réplique la plus emblématique du film, répétée avec une urgence croissante pendant l'exorcisme. Max von Sydow, qui jouait le père Mérin, n'avait que 44 ans lors du tournage, mais Etta,
portaient un maquillage élaboré pour paraître des décennies plus âgés. L'équipe des effets spéciaux a créé l'apparence démoniaque de Blair par des moyens pratiques qui tiennent remarquablement bien aujourd'hui. Sa rotation de tête à 360 degrés a utilisé un mannequin animatronique grandeur nature, tandis que la légendaire scène de vomissement a utilisé un système de tubes complexe et un mélange de soupe de pois et de flocons d'avoine. Blair, âgé de seulement 14 ans pendant le tournage, a eu besoin d'une thérapie intensive par la suite. Mercedes McCambridge, qui a prêté sa voix au démon Pazuzu, s'est préparée en avalant des œufs crus, en fumant cigarette sur cigarette et en buvant du whisky pour obtenir les sons gutturaux inhumains. Elle n'a d'abord pas été créditée, ce qui a conduit à une amère bataille juridique. L'Exorciste a rapporté 440 et 1 million de dollars dans le monde, soit l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui, et est devenu le premier film d'horreur nommé pour l'Oscar du meilleur film. Cela a transformé le genre, prouvant que l'horreur pouvait être sophistiquée, philosophique et acclamée par la critique. Chaque film de possession depuis, de The Conjuring et Hereditary, se tient dans son ombre. 1974, Chinatown. Jack Nicholson a joué avec un bandage sur le nez après que le réalisateur Roman Polanski lui a ouvert la narine avec un couteau lors d'une dispute sur le plateau. La blessure reste visible dans le film final. Los Angeles, au milieu des années 70, réexaminait sa propre histoire au milieu de scandales politiques et de préoccupations environnementales. Le scénariste Robert Towne a passé des années à rechercher les guerres de l'eau en Californie au début du XXe siècle, créant un chef-d'œuvre néo-noir qui explorait la corruption au plus haut niveau de la société. Son scénario est considéré par beaucoup comme le plus parfait jamais écrit. Le producteur Robert Evans, au sommet après le succès du Parrain, s'est battu pour maintenir la fin sombre de Towne contre les souhaits du studio. La célèbre réplique finale « Laisse tomber, Jake, c'est Chinatown » a failli ne pas être incluse dans le film. Polanski a insisté sur la conclusion plus sombre, s'inspirant de son propre passé tragique. Le mystère central du film impliquant l'inceste, les droits sur l'eau et la corruption municipale était si complexe que même les acteurs perdaient parfois le fil de l'intrigue. Nicholson, au sommet de son charisme, a joué le détective privé Jake Gittes avec un équilibre parfait de cynisme et d'idéalisme enfoui. Le nez bandé de son personnage est devenu l'une des images les plus reconnaissables du cinéma. L'interprétation de Faye Dunaway dans le rôle de la mystérieuse Evelyn Mulwray reste l'une des plus grandes performances féminines de l'histoire du cinéma. Sa relation avec Polanski était notoirement tendue, culminant dans un incident où il lui a refusé l'accès aux toilettes pendant une scène. Quand elle a protesté, il aurait posé une tasse par terre et lui aurait dit de l'utiliser à la place. « C'est ma sœur et ma fille. » Cette révélation, livrée par Dunaway dans un moment de désespoir, a choqué le public en 1974 et reste puissante aujourd'hui. La scène a été filmée dans une vraie voiture avec les acteurs entassés aux côtés des opérateurs de caméra sur le siège arrière, créant l'intensité claustrophobique qui rend ce moment si inoubliable. John Huston, qui a réalisé des classiques du film noir comme Le Faucon maltais, a été choisi pour incarner le méchant Noah Cross. Sa présence imposante et sa voix cultivée ont créé l'un des antagonistes les plus effrayants du cinéma. Un homme dont la méchanceté est d'autant plus terrifiante par sa banalité et son acceptation sociale. Chinatown a rapporté 29 millions de dollars au box-office et a remporté un Oscar pour le meilleur scénario original. Son influence s'est étendue bien au-delà du cinéma, renouvelant l'intérêt pour l'histoire controversée de l'eau à Los Angeles et établissant un modèle visuel pour d'innombrables films et émissions de télévision. Sans Chinatown, il n'y aurait pas de True Detective, pas de LA Confidential, pas de Mulholland Drive. 1975, Les Dents de la Mer. Le requin mécanique de Steven Spielberg tombait en panne si souvent qu'il a été contraint de le garder hors écran pendant la majeure partie du film, une limitation qui a accidentellement créé l'un des films les plus captivants jamais réalisés. L'été 1975 a changé Hollywood pour toujours. Avant Les Dents de la Mer, les studios sortaient leurs films prestigieux en hiver, considérant l'été comme un dépotoir pour les films de série B. Universal Pictures a brisé la tradition avec une sortie massive à l'échelle nationale, soutenue par une publicité télévisée sans précédent. Le résultat fut le premier véritable blockbuster estival, un film qui a fait faire la queue aux gens autour du pâté de maison et a à lui seul stimulé le tourisme balnéaire à travers l'Amérique. La production chaotique a failli faire dérailler la carrière de Spielberg avant même qu'elle ne commence. Le tournage en mer a entraîné des bateaux dérivant dans le cadre, des membres de l'équipe souffrant du mal de mer et du matériel endommagé par l'eau salée. Le requin mécanique, surnommé Bruce d'après l'avocat de Spielberg, fonctionnait rarement, obligeant le jeune réalisateur à suggérer la présence du requin à travers le thème iconique à 2 notes de John Williams et un travail de caméra créatif. Roy Scheider, qui jouait le chef de la police. Moi,
Brody a improvisé l'une des répliques les plus célèbres du film après avoir vu le requin pour la première fois. Il vous faudra un plus grand bateau. Ce moment improvisé a parfaitement capturé la stupéfaction du personnage et est devenu instantanément culte. Le monologue de Robert Shaw sur l'USS Indianapolis figure parmi les plus grands discours du cinéma. L'acteur, qui luttait contre l'alcoolisme, aurait beaucoup bu avant sa première tentative de la scène, la rendant inutilisable. Il est revenu le lendemain, sobre et préparé, et a raconté l'histoire glaçante en une seule prise qui a laissé l'équipe sans voix. La production du film a dépassé le calendrier de 100 jours et le budget de plusieurs millions. Les dirigeants de Universal ont envisagé de licencier Spielberg, mais le chef de production Sid Sheinberg a protégé le jeune réalisateur. Sa confiance a été récompensée lorsque Les Dents de la Mer a rapporté 470 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 9 millions de dollars. Au-delà de son impact commercial, Les Dents de la Mer a révolutionné la manière de raconter des histoires à l'écran. Sa séquence d'ouverture, où une jeune femme est attaquée par un prédateur invisible, a établi de nouvelles normes pour créer de la tension par la suggestion plutôt que par des images explicites. La structure du film, avec sa construction en 3 actes parfaits culminant dans le final homme contre nature, est devenue un modèle pour d'innombrables blockbusters qui ont suivi. Les Dents de la Mer a remporté 3 Oscars et a effectivement inventé le modèle du blockbuster estival qui domine encore Hollywood. Cela a propulsé Spielberg de nouveau venu prometteur à réalisateur de premier plan et a prouvé que les films de genre pouvaient atteindre à la fois le succès critique et commercial lorsqu'ils sont réalisés avec vision et savoir-faire. 1976. Taxi Driver. Martin Scorsese pensait que Taxi Driver serait son dernier film. Presque en faillite et accro à la cocaïne, il a versé sa noirceur dans un film si troublant qu'il était sûr que cela mettrait fin à sa carrière. La ville de New York, au milieu des années 70, était un cloaque de criminalité, de corruption et de délabrement urbain. Le cadre parfait pour l'exploration de l'aliénation par le scénariste Paul Schrader. Schrader a écrit le scénario en seulement 2 semaines, lors d'une dépression personnelle, vivant dans sa voiture après l'effondrement de son mariage. L'intensité fiévreuse du scénario a attiré Scorsese, qui voyait dans le vétéran du Vietnam troublé Travis Bickle un reflet de son propre statut d'outsider. Robert De Niro, se préparant pour le rôle, a obtenu son permis de chauffeur de taxi et a passé des mois à conduire des taxis dans New York. Pendant les pauses de tournage, il prenait des passagers pour rester dans le personnage. Sa transformation physique comprenait une coupe de cheveux en crête iroquoise, qui était si choquante à l'époque qu'il devait porter des chapeaux en public pour éviter les confrontations. La scène la plus célèbre du film, où De Niro se confronte à lui-même dans le miroir avec « C'est à moi que tu parles », a été en grande partie improvisée. Le script indiquait simplement « Travis se regarde dans le miroir ». De Niro a expliqué plus tard qu'il s'inspirait de Bruce Springsteen, qui avait utilisé des appels similaires au public lors de concerts auxquels De Niro avait assisté. Jodie Foster, âgée de seulement 12 ans lorsqu'elle a été choisie pour jouer la jeune prostituée Iris, a nécessité des tests psychologiques approfondis pour s'assurer que le rôle ne la perturberait pas. Ces scènes avec De Niro ont été étroitement surveillées et elle a révélé plus tard qu'elle ne comprenait pas pleinement les aspects plus sombres du film jusqu'à ce qu'elle le revoie à l'âge adulte. Un jour, une vraie pluie viendra et lavera toute cette racaille des rues. Cette phrase résumait la vision du monde déformé de Travis et son complexe messianique violent. C'est devenu si emblématique du vigilantisme urbain qu'il a été référencé dans tout, des bandes dessinées au discours politique. Le bain de sang culminant du film a d'abord été classé X par la MPAA. Scorsese, dans un geste astucieux, a désaturé les couleurs pour rendre le sang moins vif, obtenant ainsi une classification R sans couper une seule image. Cette technique est depuis devenue une pratique courante pour les réalisateurs confrontés aux préoccupations de censure. Bernard Herrmann, qui a composé des partitions emblématiques pour les classiques de Hitchcock, a terminé la bande sonore envoûtante de Taxi Driver quelques heures avant sa mort. La musique jazzy et discordante complétait parfaitement la psyché fracturée de Travis et la menace nocturne de New York. Taxi Driver a remporté la Palme d'Or à Cannes et a obtenu 4 nominations aux Oscars. Son influence transcende le cinéma. Le film a été cité comme source d'inspiration pour des tentatives d'assassinat, des tendances de mode et d'innombrables autres films explorant l'aliénation urbaine. Sans Taxi Driver, il n'y aurait pas de Joker, pas de Drive, pas de Nightcrawler. 1977, Star Wars. George Lucas était tellement convaincu que Star Wars échouerait qu'il a sauté la première pour partir en vacances à Hawaï. Pendant ce temps, les propriétaires de cinéma suppliaient pour avoir plus de copies, alors que les files d'attente faisaient le tour des pâtés de maison à travers le pays. Le milieu des années 70 était dominé par un cinéma sombre et réaliste, reflétant le désenchantement post-Vietnam, post-Watergate. Lucas, inspiré par les séries Flash Gordon et les écrits de Joseph Campbell sur la mythologie,
osé créer quelque chose de radicalement différent, une véritable fantaisie spatiale remplie d'optimisme et de frontières morales claires. 20th Century Fox a donné à Lucas 11 millions de dollars pour réaliser son opéra spatial, considéré comme un pari énorme sur un concept non éprouvé. Les dirigeants du studio étaient si sceptiques qu'ils ont permis à Lucas de conserver les droits de merchandising au lieu d'un cachet de réalisateur plus élevé, une décision qui leur a coûté des milliards alors que les jouets, vêtements et produits dérivés de Star Wars ont créé un empire de licences. La production du film en Tunisie et à Londres a été marquée par des problèmes. Le premier jour de tournage dans le désert a été perturbé par la première tempête de pluie en Tunisie depuis des décennies. Les costumes se sont désintégrés, les accessoires ont mal fonctionné et les membres de l'équipe doutaient de la vision de Lucas. Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford, tous relativement inconnus à l'époque, ont formé un lien à travers leur scepticisme partagé concernant le dialogue et le concept du projet. « Aidez-moi, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. » Cette supplication, prononcée par l'hologramme de la princesse Leia, est devenue l'un des moments les plus emblématiques du cinéma. L'effet visuel a été réalisé grâce à une technique remarquablement simple. Fisher a été filmé, puis les images ont été rejouées sur le plateau pour créer l'apparence holographique. Les effets spéciaux révolutionnaires ont été créés par Industrial Light and Magic, une entreprise que Lucas a formée spécifiquement pour Star Wars après avoir découvert que Fox avait fermé son département des effets spéciaux. De nombreuses techniques ont été inventées sur le tas, y compris l'utilisation de mouvements de caméra contrôlés par ordinateur pour créer les batailles spatiales dynamiques qui ont laissé le public sans souffle. Star Wars a été lancé sur seulement 32 écrans, mais s'est rapidement étendu alors que le bouche-à-oreille créait une demande sans précédent. Ses recettes initiales de 775 millions de dollars dans le monde entier se multiplieraient finalement grâce à des ressorties et des éditions spéciales. Le film a reçu 10 nominations aux Oscars, en remportant 7, ainsi qu'une reconnaissance spéciale pour ses effets visuels révolutionnaires. Au-delà de son succès commercial, Star Wars a fondamentalement changé Hollywood. Il a revitalisé le concept du blockbuster 4 cadrans, transformé le merchandising de films d'une réflexion après coup en une source de revenus essentielle, a été pionnier des effets visuels modernes et a créé un nouvel appétit pour des récits mythiques et porteurs d'espoir après des années de cynisme. Sans Star Wars, la production de franchises modernes telle que nous la connaissons n'existerait tout simplement pas. 1978, The Deer Hunter. Michael Cimino a ajouté des scènes à The Deer Hunter pendant le tournage sans que le studio le sache, doublant presque le budget et la durée. Les dirigeants de Universal étaient furieux jusqu'à ce qu'ils voient le montage final. La fin des années 1970 a marqué la première fois qu'Hollywood a directement confronté le traumatisme du Vietnam. Le réalisateur Michael Cimino, qui avait exagéré son propre service militaire, a créé une épopée de 3 heures, suivant des ouvriers sidérurgistes de Pennsylvanie, qui s'engagent et sont à jamais transformés par leurs expériences. La représentation sans concession du film sur le coup psychologique de la guerre a résonné auprès des spectateurs qui traitaient encore les conséquences du conflit. Robert De Niro, tout juste sorti de Taxi Driver, s'est immergé dans la préparation, vivant avec des ouvriers sidérurgistes, apprenant la roulette russe et réalisant ses propres cascades. Pour les scènes de roulette russe, De Niro a insisté pour utiliser un pistolet avec une balle réelle dans le barillet, bien qu'avec un bouclier de protection pour éviter les accidents. La peur authentique à l'écran provenait d'un danger réel. Christopher Walken, qui jouait Nick, a perdu 20 livres pendant la production pour représenter la détérioration de son personnage. Sa performance saisissante lui a valu un Oscar et l'a établi comme l'un des acteurs les plus distinctifs d'Hollywood. Meryl Streep, dans l'un de ses premiers rôles au cinéma, a rejoint la production après que son partenaire, John Cazale, ait été choisi, sachant qu'il mourait d'un cancer. Universal a essayé de remplacer Cazale lorsqu'ils ont appris sa maladie, mais Streep et De Niro ont menacé de quitter si on le retirait. Un coup, un coup. Ce mantra, répété par le personnage de Niro à propos de la chasse aux cerfs, devient une ironie tragique lorsqu'il est appliqué au jeu de roulette russe. Le parallèle entre la chasse et la guerre, la préparation psychologique, le moment de violence, les conséquences forment le cœur philosophique du film. Les séquences controversées de roulette russe, bien qu'elles ne soient pas basées sur des pratiques documentées de la guerre du Vietnam, sont devenues les scènes les plus emblématiques du film. Leur intensité a été obtenue grâce à des effets pratiques et une véritable tension sur le plateau. Cimino aurait tiré un coup de feu près des oreilles des acteurs sans avertissement pour capturer des réactions authentiquement surprises. La séquence de mariage qui ouvre le film était initialement prévue comme une scène brève, mais Cimino l'a étendue à près d'1 heure de temps à l'écran. Cette décision, prise sans l'approbation du studio, a établi les relations des personnages et la communauté avant que leur monde ne soit bouleversé. Un risque narratif qui a rapporté d'énormes dividendes. The Deer Hunter a rapporté 49 millions de dollars contre 15
budget de 1 million, et a remporté 5 Oscars, y compris meilleur film et réalisateur. Son examen sans concession de l'impact psychologique de la guerre a influencé des générations de cinéastes et a aidé l'Amérique à comprendre un conflit qu'elle avait du mal à saisir. Sans Voyage au bout de l'enfer, il n'y aurait pas Platoon, pas Des mineurs, pas American Sniper. 1979, Apocalypse Now. Francis Ford Coppola a hypothéqué sa maison et ses vignobles pour financer Apocalypse Now après avoir dépassé le budget de plusieurs millions. Il a ensuite avoué « Nous étions dans la jungle. Il y avait trop d'entre nous. Nous avions accès à trop d'argent, trop d'équipements et petit à petit nous sommes devenus fous. » À la fin des années 70, l'Amérique était encore en train de digérer le Vietnam et l'adaptation hallucinatoire de Coppola du Cœur des ténèbres de Joseph Conrad a transporté l'exploration du colonialisme du roman dans la folie de la guerre. Ce qui avait commencé comme un tournage de 14 semaines aux Philippines s'est étendu à 16 mois de catastrophe, presque détruisant tous ceux impliqués. Un typhon a détruit les décors 3 semaines après le début du tournage, forçant une pause de 2 mois. Martin Sheen a subi une crise cardiaque à l'âge de 36 ans, s'éloignant du plateau avant d'être retrouvé et hospitalisé. Coppola a remplacé l'acteur principal original, Harvey Keitel, par Sheen après une semaine de tournage, puis a menacé de se suicider plusieurs fois alors que la production devenait incontrôlable. Marlon Brando est arrivé en surpoids et non préparé, n'ayant pas lu le matériel source, obligeant Coppola à le filmer dans l'ombre et à réécrire la fin à la volée. Dennis Hopper et Brando ont refusé de travailler ensemble après une longue querelle, nécessitant que les scènes soient tournées séparément et montées ensemble. La célèbre séquence d'ouverture, le visage de Sheen superposé à la jungle en feu, a été filmée après le tournage principal lorsque Coppola a réalisé qu'il avait besoin d'une introduction plus forte. De nombreux membres de l'équipe pensaient qu'il faisait un désastre qui ne sortirait jamais. L'horreur. Les derniers mots chuchotés de Brando en tant que colonel Kurtz sont devenus l'une des répliques les plus citées du cinéma, malgré le fait qu'ils aient été improvisés lors d'un monologue décousu et incohérent. Coppola a passé au crible des heures de réflexion philosophique de Brando pour en extraire du matériel utilisable. La scène d'attaque en hélicoptère sur la chevauchée des Walkyries de Wagner nécessitait des hélicoptères militaires philippins qui étaient souvent rappelés pour combattre de véritables rebelles, interrompant ainsi le tournage. La séquence a pris des mois à être complétée, mais a créé l'une des scènes de guerre les plus emblématiques jamais filmées. Le sacrifice infâme du buffle d'eau à la fin du film était un rituel réel, effectué par des tribus locales, filmé sans interférence. Cette scène controversée a suscité de vifs débats sur l'éthique cinématographique et la documentation culturelle versus l'exploitation. Apocalypse Now a été présenté en avant-première à Cannes comme une œuvre inachevée en cours de réalisation et a partagé la Palme d'Or malgré des réactions initiales mitigées. Le film a finalement rapporté 150 millions de dollars dans le monde entier, contre un budget en hausse de 30 et 1 500 000 dollars. Il a reçu 8 nominations aux Oscars, remportant ceux de la meilleure photographie et du meilleur son. Au-delà de sa production chaotique et de son succès commercial, Apocalypse Now a redéfini la manière dont la guerre pouvait être représentée à l'écran, non pas comme un simple combat, mais comme une descente dans le chaos psychologique. Ses images oniriques, son ambiguïté morale et son accent sur les effets déshumanisants de la guerre ont influencé d'innombrables cinéastes à travers les générations. Sans Apocalypse Now, il n'y aurait pas de Full Metal Jacket, pas de Jarhead, pas de Zero Dark 30. Les années 1970 nous ont offert un cinéma qui hante encore nos rêves et inspire les cinéastes d'aujourd'hui. 7 réalisateurs qui ont refusé de faire des compromis. 7 visions qui ont transformé ce que le cinéma pouvait accomplir. 7 films qui ont capturé les contradictions de l'Amérique pendant sa décennie la plus turbulente. Quel chef-d'œuvre avons-nous manqué? Quelle sélection d'années changeriez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Aimez et abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies des époques les plus transformatrices du cinéma.